Bonjour, ici Patrick Vannaz de Théovox Studio. Je vous souhaite la bienvenue à la dernière émission de la série Les enjeux politiques et bibliques du Moyen-Orient. Nous allons commencer cette émission avec le rôle des grandes puissances dans la région du Moyen-Orient, en commençant par les États-Unis. On voit qu'aux États-Unis, il y a vraiment une démarcation entre les présidents Obama et Donald Trump. Du côté du président Obama, on voit que le président s'est plutôt retiré de la guerre en Syrie et a manifesté aussi son impuissance, notamment lorsqu'il y a eu une attaque chimique en 2013 où le président Obama avait prononcé que la Syrie ne devrait pas traverser cette ligne rouge, sinon quoi il y aurait des actions. Mais la ligne rouge a été traversée et le président n'a fait aucune action contre la Syrie dans cette guerre-là, ce qui a, on pourrait dire, manifesté son impuissance par rapport à cette guerre-là. On voit aussi que le président Obama va s'éloigner d'Israël et même les relations vont être quand même plutôt exécrables entre le premier ministre Netanyahou d'Israël et le président Obama. On le voit aussi par rapport aussi à l'Arabie saoudite, une distanciation aussi entre Obama et son allié saoudien. De l'autre côté, on voit aussi que les États-Unis vont se rapprocher de l'Iran en négociant, entre autres, l'accord sur le nucléaire iranien. Et on voit aussi que sous Obama, il y a une perte de l'influence américaine au Moyen-Orient au profit de la Russie. Si on regarde du côté du président Donald Trump à partir de 2017, on voit qu'il y a un changement quand même assez significatif, mais pas total non plus. Par rapport à la guerre en Syrie, la position et les actions sont quand même ambiguës. D'un côté, M. Trump va annoncer un retrait total des troupes américaines de la Syrie et en même temps, il va exercer des menaces et même 2 bombardements par des missiles sur des bases militaires syriennes aussi. Du côté d'Israël, un gros changement aussi. Donald Trump va se rapprocher énormément d'Israël, mais avec parfois certaines hésitations, parfois même certaines ambiguïtés. D'un côté, il va vraiment poser un geste d'éclat en proclamant que Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël, ce qu'aucun président américain n'avait osé faire jusqu'à maintenant. Mais de l'autre côté aussi, il veut avoir un plan de paix négocié avec les Palestiniens. Donc, on ne sait pas trop sur quel tableau va jouer M. Trump. En même temps aussi, par rapport à l'Arabie saoudite, on a un rapprochement très important entre M. Trump et l'Arabie saoudite, notamment par une visite majeure en 2017. Et aussi, Donald Trump va s'opposer à l'accord sur le nucléaire iranien, dont il s'est retiré le 8 mai dernier, 8 mai 2018, et une reprise aussi des sanctions américaines contre l'Iran. Du côté de la Russie, nous avons un portrait totalement différent. On voit que la Russie va mener le jeu au Moyen-Orient, notamment par une participation active à la guerre en Syrie, par l'envoi d'avions militaires qui vont bombarder les positions adverses du gouvernement. Ce qui est un peu naturel aussi parce que la Syrie est un allié de la Russie depuis les années 60, depuis le temps de la guerre froide. Aussi, le gouvernement Poutine va appuyer fermement le gouvernement d'Al-Assad dans cette guerre-là. Cette participation-là va contribuer fortement à la victoire du gouvernement syrien dans cette guerre civile-là. Et la Russie va même fournir des missiles à la Syrie dans le but de l'aider dans cette guerre-là. Du côté de l'Iran aussi, la Russie est un allié de l'Iran depuis même le temps de la guerre froide aussi. On le voit par exemple par le fait que la Russie va vendre des armes à l'Iran, plus d'$1 milliard par année de vente en armement à l'Iran. La Russie va aussi s'opposer continuellement aux sanctions contre l'Iran à l'ONU lorsqu'il y a eu tout le débat sur le désarmement nucléaire qui a duré de 2003 à 2015. Ce qui arrive aussi, c'est que l'Iran est un allié de la Russie dans la compétition stratégique entre la Russie et les États-Unis. Donc, l'Iran est un peu aussi un instrument de la Russie pour asseoir sa domination. Et en même temps, les actions de l'Iran en Syrie, notamment des bases militaires, vont énerver un peu la Russie, qui voudrait plutôt sortir du théâtre syrien, plutôt que s'engager de façon plus continue dans ce régime-là, alors que l'Iran va vraiment s'incruster, ce qui va parfois irriter la Russie. Du côté des relations entre la Russie et Israël, on voit que les relations ont toujours été bonnes. Donc, c'est un peu surprenant à prime abord, mais les relations étaient bonnes depuis la fin du communisme en 1991. Mais les relations vont quand même demeurer délicates. Donc, c'est beau être des amis, mais quand les intérêts sont divergents, c'est plus difficile, notamment les intérêts de la Russie et d'Israël par rapport à la Syrie sont totalement opposés. Même chose par rapport à l'Iran aussi, ce qui fait que la Russie pourrait peut-être un jour avoir à décider de quel côté elle pourrait pencher en cas d'une attaque ou d'une guerre entre Israël et l'Iran,
ou entre Israël et la Syrie. Et il se pourrait très bien que la Russie décide d'abandonner son partenaire ou peut-être son pays un peu ami israélien, comme on le voit par exemple dans Ézéchiel 38,4, où on prophétise « Je t'entraînerai, je te ferai sortir, toi et toute ton armée ». Après des explications sur les différents acteurs du Moyen-Orient, autant du côté sunnite que du côté chiite, que du côté d'Israël, nous allons voir maintenant les derniers développements qui se sont déroulés dans l'actualité politique au cours de la dernière année, qui vont avoir une influence importante sur la suite des choses. Premièrement, en Arabie Saoudite, on voit un nouveau personnage apparaître sur la scène politique qui est Mohammed Ben Salman. Ce personnage-là est le prince héritier, un jeune homme de 32 ans, qui est le fils du roi Salman, qui est le roi actuel d'Arabie Saoudite. Et ce personnage-là est aussi ministre de la Défense depuis 2015 et il va exercer une influence autant à l'intérieur de l'Arabie Saoudite qu'à l'extérieur. On voit que ce prince héritier-là a une attitude ouvertement belliqueuse envers l'Iran et il fait même des menaces de guerre contre l'Iran, notamment par le fait que le prince héritier va accuser l'Iran de soutenir des rebelles chiites, les Houthis qui sont au Yémen, dans une guerre civile. Et ces rebelles-là ont même lancé des missiles contre l'Arabie Saoudite, et ces missiles-là auraient été fournis aussi par l'Iran, ce qui fait qu'on a des hostilités qui sont de plus en plus ouvertes aussi. Étant donné que l'Arabie Saoudite va supporter le gouvernement sunnite au Liban, l'Arabie Saoudite, le prince Salman, va aussi dénoncer l'influence indue, l'influence trop forte du Hezbollah dans ce pays, dans le Liban, et par le fait aussi que le Hezbollah est tellement puissant que l'armée régulière, que le gouvernement régulier libanais ne peut pas le défaire non plus. Mais le point le plus intéressant, le changement le plus majeur par rapport à la politique saoudienne, c'est celle avec Israël. Donc, on a vu dans le passé que les relations entre Israël et l'Arabie saoudite étaient très mauvaises, notamment par le financement du Hamas par l'Arabie saoudite, mais on voit que le rapprochement est tellement important qu'on a même eu une citation ici du chef de l'État-major de l'armée israélienne qui va dire « Nous sommes prêts à partager du renseignement avec l'Arabie saoudite », ce qui est vraiment inédit aussi. Et même le prince Salman a annoncé il y a quelques mois qu'il était prêt à reconnaître de façon implicite l'État d'Israël, ce qui ne s'est jamais vu de la part de ce pays-là. Mais il faut faire attention, il y a un danger. Il se pourrait que Ben Salman tente de manipuler Israël pour l'entraîner dans une guerre contre l'Iran, étant donné que ces pays-là ont un ennemi commun qui est ce pays de l'axe chiite. Si on poursuit maintenant avec les derniers développements dans la guerre civile en Syrie, on voit que cette guerre-là a évolué fortement. Premièrement, on voit qu'on va reconnaître qu'une fin imminente de l'État islamique autant en Irak qu'en Syrie, ainsi qu'une victoire aussi du gouvernement syrien face aux autres groupes dans cette guerre civile-là. Cette situation-là va vraiment consolider le pouvoir chiite autant en Syrie qu'en Irak. Aussi, ça va conforter l'Iran et la Russie qui sont des alliés de l'axe chiite aussi. On voit aussi que la Turquie a, cette année, opéré des attaques, a fait des attaques contre les zones kurdes qui sont en Syrie parce que le gouvernement de la Turquie n'aime pas du tout ce groupe-là. Ce groupe-là, évidemment, qui s'oppose à son pouvoir dans son propre pays. Et c'est une politique qui est quand même contradictoire avec le fait que la Turquie va aider aussi des rebelles syriens sunnites qui s'opposent au gouvernement. Donc, une situation qui est quand même contradictoire de la part de ce pays-là. Si on regarde la carte maintenant, on voit que les États-Unis ont mené des attaques près de Homs, qui est une ville ici à l'ouest de la Syrie. Et on voit que des unités d'entreposage qui ont été attaquées par des missiles américains. Et aussi, entre Damas et Douma, un centre de recherche, le centre de recherche de Barza, a été attaqué aussi par cette attaque américaine. Si on poursuit maintenant avec la question de l'Iran, l'Iran va s'implanter de plus en plus en Syrie avec des bases militaires qui sont de plus en plus importantes et menaçantes aussi pour l'État d'Israël. Évidemment, cette implantation-là est appuyée tacitement par la Russie, mais est totalement inacceptable pour l'État d'Israël. Et on voit aussi à la suite de cette chose-là aussi, c'est qu'il y a des incidents militaires réguliers entre la Syrie et Israël, des attaques qui sont continuées de la part d'Israël sur la Syrie, parce qu'évidemment, Israël a conquis le plateau du Golan en 1967, l'a annexé en 1981, ce qui a amené l'hostilité entre les deux pays, et il y a vraiment un risque de guerre ici entre l'Iran et la Syrie. Donc, on voit ici qu'il y a plusieurs bases militaires iraniennes, parfois quand même assez importantes ici aussi. On le voit par exemple à l'aéroport de Damas, il y a
il y a 1000 soldats iraniens qui sont installés. On le voit un peu au nord de Damas, ici à Shibani, 3000 soldats ici aussi. On a à l'est de Damas la base de Al-Doumaïr, l'aéroport militaire d'Al-Doumaïr, qui est occupé par les gardes révolutionnaires ici. On a au sud de Homs ici la base de Shayrat, avec 3 bataillons des gardes révolutionnaires ici. Au nord de Homs, on a le Mojanzarat, qui contient 2000 soldats. On a la division de la 47e brigade ici. On a aussi à Alep, au sud d'Alep, la base opérationnelle de Alep et la ville aussi de Mayer City, une base militaire iranienne ici. Donc, on peut constater qu'il y a plusieurs bases militaires en Iran et dont plusieurs ont été aussi attaquées, notamment la T4 qu'on voit entre Homs et Palmyre ici au centre du pays, qui a été attaquée aussi par l'armée israélienne. Le changement le plus important par rapport à Israël, c'est la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis, ce qui est une première depuis le conflit israélo-palestinien. Aucun pays n'avait osé le faire jusqu'à maintenant. Et cette reconnaissance-là est accompagnée aussi du déménagement officiel de l'ambassade américaine en Israël, qui déménage de Tel Aviv à Jérusalem le 14 mai 2018, qui est le 70e anniversaire de l'État d'Israël. Et ça, cette situation-là va amener une dénonciation unanime au Moyen-Orient, autant chez les sunnites que chez les chiites. Mais on peut se demander jusqu'à quel point des pays comme l'Arabie saoudite, surtout par exemple, seraient prêts à réduire son hostilité avec l'Iran et réduire aussi et remettre en question aussi son alliance avec les États-Unis au nom du peuple palestinien, ce qui n'est pas toujours clair non plus. Et même, on l'a vu récemment aussi lorsque le prince Salman a simplement dit aux Palestiniens « allez négocier ». Donc, on voit que le prince Salman ne donne pas beaucoup d'appui aux Palestiniens et on voit que peut-être sa dénonciation est quand même assez superficielle ici. Cette reconnaissance-là aussi a emmené des troupes pendant un certain temps en Israël, avec le Hamas qui est à Gaza, qui va appeler à la guerre. On a eu en parallèle de ça aussi le Hamas qui a forcé la frontière de la bande de Gaza. Il y a eu des morts aussi, des gens qui avaient tenté de traverser la frontière et qui ont été tués par l'armée israélienne aussi. Et on voit aussi de l'autre côté que l'autorité palestinienne, qui est le gouvernement officiel, tergiverse, n'agit pas beaucoup non plus par rapport à ça. Mais ce qui arrive, c'est qu'une des conséquences importantes, c'est qu'aux yeux des Palestiniens, les États-Unis ne sont plus un interlocuteur crédible pour un futur plan de paix. Et même malgré les appels de Donald Trump de négocier, on voit que les Palestiniens ne sont pas prêts du tout à faire confiance aux États-Unis dans de telles négociations. Ils ont même appelé à la Russie pour encadrer ces négociations-là, solution qui est malheureusement inacceptable pour Israël. Maintenant, nous allons voir les liens entre cette situation au Moyen-Orient et Ézéchiel 38 qui parle d'une attaque de Gog et Magog contre Israël. Donc, on voit que cette attaque-là qui est prophétisée dans Ézéchiel 38 se ferait par divers royaumes environnants. Donc, le roi Gog qui serait le meneur de l'attaque, le leader de l'attaque, et les royaumes qu'on a vus dans la première émission qui seraient Magog, Rosh, Méchec, Tubal, la Perse, Put, Cush, Gomer et Togarma aussi. Si on regarde encore dans Ézéchiel 38, on voit que les versets 13 et 14 parlent des royaumes qui vont dénoncer l'invasion de Gog et Magog, et ces royaumes-là sont Séba et Dedan, les marchands de Tarsis ainsi que les jeunes lions. C'est sûr que ces royaumes n'existent plus aujourd'hui, mais les tribus qui les représentaient peuvent être associées à des États, à des pays actuels, tels qu'on a vu dans l'émission 1. Et la question, c'est de savoir dans quelle mesure que ces États-là pourraient attaquer Israël, quelle est la position de ces pays par rapport à la situation d'Israël et du Moyen-Orient, et quelle est la possible attaque de ces pays contre Israël, telle que prophétisée dans Ézéchiel 38. Nous allons maintenant regarder un tableau ensemble qui va illustrer les liens entre les royaumes, les pays actuels, et la possibilité selon laquelle ces pays-là pourraient attaquer Israël. Donc, dans le premier tableau, nous voyons que le royaume de Magog est associé à la Russie. Est-ce que la Russie est une menace actuelle à Israël? C'est probable, surtout que la Russie est une alliée de l'Iran et de la Syrie qui pourraient, eux autres, lancer une attaque contre Israël et être entraînés par cette attaque-là. Du côté de la Perse, qui est représentée aujourd'hui par l'Iran, oui,
absolument, l'Iran est la plus grande menace envers Israël, surtout avec les missiles iraniens qui ont été lancés pour la première fois en Israël en mai dernier. Le troisième royaume, c'est Méchec et Tubal, qui comprend les États satellites à la Russie, notamment sud d'Asie centrale. C'est probable pour eux autres aussi parce que ces pays-là sont aussi des alliés à la Russie. Ces alliés-là pourraient participer à cette guerre-là aussi. Le quatrième groupe, c'est Gomer, quatrième royaume Gomer, qui est associé à l'Europe de l'Est à l'ensemble. La probabilité est un petit peu plus faible pour l'ensemble de ces pays-là, quoique la Hongrie, récemment, s'est rapprochée de la Russie et elle pourrait peut-être à terme participer à cette attaque-là. Togarma, qui est associé à la Turquie, de plus en plus, ce pays-là est de plus en plus hostile à Israël, et surtout sur la question de Jérusalem et de la cause palestinienne aussi. On a vu que le président Erdogan a prononcé souvent des discours hostiles et des menaces envers Israël. L'autre royaume qui est Pout, qui est associé à la Libye, peut-être, c'est sûr que la Libye est un État en décrépitude, ce ne sera pas l'État libyen qui va lancer des attaques. Par contre, la Libye abrite présentement plusieurs groupes djihadistes et ces djihadistes-là pourraient participer à une telle attaque. Et le dernier groupe, c'est Kouch, le dernier royaume, c'est Kouch, qui est associé au Soudan. Donc, le Soudan, c'est probable aussi. C'est un pays qui est hostile à Israël. Par contre, on pourrait modérer un peu l'analyse ici en voyant que ce pays-là est peu lié avec l'Iran. Si on regarde maintenant le tableau suivant par rapport au royaume qui dénonçait la guerre de Gog et Magog dans Ézéchiel 38 au verset 13 et 14, premièrement, Séda et Dedan sont associés à l'Arabie saoudite. Donc, ce pays-là s'oppose de plus en plus à l'Iran et pourrait évidemment dénoncer fortement cette guerre-là. Il serait probablement, avec les États-Unis, le premier à dénoncer cette guerre-là. Et aussi Tarsis, qui représente l'Espagne ainsi que les pays de l'Union européenne. Ces pays occidentaux-là sont opposés à l'Iran et ça pourrait être encore plus grave si jamais l'Iran décidait de déchirer l'accord nucléaire de 2015, ce qui ferait que l'hostilité entre les Européens et l'Iran serait encore plus grande ici. À la lumière de ces liens entre Gog et Magog et la situation actuelle au Moyen-Orient, on pourrait imaginer de façon assez rationnelle un scénario possible qui pourrait déclencher évidemment cette guerre de Gog et Magog. Premièrement, l'Arabie saoudite deviendrait de plus en plus agressive vis-à-vis de l'Iran et le croissant chiite, ce qui est déjà le cas présentement. Elle pourrait aussi compter sur Israël pour l'aider dans une attaque contre l'Iran, ce que l'Arabie saoudite a déjà prononcé dans le passé. Et on voit que les provocations saoudiennes se poursuivraient aussi contre l'Iran. Israël, de son côté, qui n'accepte pas la présence iranienne plutôt en Syrie, pourrait multiplier ses attaques en Syrie contre les bases militaires iraniennes et syriennes, et ça pourrait être suivi aussi d'une escalade entre Hezbollah et Israël, surtout que le Hezbollah est lié fortement à la Syrie et surtout à l'Iran. Par la suite, à la suite de ces provocations-là et de ces attaques israéliennes et de l'escalade avec le Hezbollah, l'Iran pourrait, en collaboration avec la Syrie et avec le Hezbollah, lancer une attaque contre Israël. La Russie pourrait être entraînée dans cette attaque-là, et en étant aussi accompagnée par les troupes d'Asie centrale, parce qu'on voit que la Russie est déjà sur le théâtre. Donc, ça pourrait ressembler fortement au scénario de Gog et Magog, où le prophète dit « Je t'entraînerai ». Donc, la Russie pourrait être entraînée dans ce conflit-là. Les troupes turques pourraient aussi s'impliquer dans l'attaque parce qu'ils ont déjà manifesté de l'hostilité envers l'État israélien et sont en train un peu de passer devant la rivalité sunnite-chiite pour être prêtes aussi à s'opposer à Israël. Et les djihadistes de la Libye et du Soudan pourraient être aussi impliqués sans même que leur gouvernement soit à l'instigation de cette attaque-là. Donc, en conclusion de cette série d'émissions sur le Moyen-Orient et les aspects bibliques de cette situation géopolitique-là, on voit que la situation au Moyen-Orient elle est très complexe. Par contre, on peut la comprendre en connaissant les lignes de fracture, notamment celles entre les sunnites et les chiites, ainsi que le rôle d'Israël et des grandes puissances aussi. Et on voit que la situation actuelle est de plus près que jamais d'une guerre majeure qui pourrait impliquer Israël. Et à la lumière de cette situation-là aussi, on voit qu'il existe des liens significatifs entre la prophétie d'Ézéchiel 38 sur Gog et Magog et les dangers du déclenchement d'une telle guerre. Mais il faut demeurer prudent toujours parce qu'il faut toujours s'en remettre à Dieu qui, lui, connaît toutes choses. Et on va terminer maintenant avec ce verset qui est dans Matthieu 24, versets 33 et 34. « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité,
Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Je vous remercie infiniment de votre écoute de cette série d'émissions sur les liens entre la situation au Moyen-Orient et les prophéties bibliques. Ici Patrick Vanasse pour Théovox Studio qui vous dit à la prochaine.